Mesdames, Messieurs, vous suivez les programmes de Télé-Tchad. Vous êtes dans votre magazine Éclairage. Je reçois pour vous le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr David Oudengar Ngarimaden. Monsieur le ministre, bienvenue dans le magazine. Merci. Monsieur le ministre, l'enseignement supérieur est l'un des départements qui est en pleine mutation. Aujourd'hui, des réformes et des investissements importants sont faits pour la recherche et l'innovation au Tchad. Monsieur le ministre, c'est à vous qu'incombe la coordination, la mise en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement dans ce secteur. N'est-ce pas un vaste chantier, docteur? C'est en effet un vaste chantier dans la mesure où ces dernières années, l'État a beaucoup investi dans le secteur de l'enseignement supérieur. On assiste à une diversification des offres d'enseignement, des offres de formation, à travers la création de plusieurs structures d'enseignement supérieur. Notamment, on compte à ce jour 10 universités publiques, 6 instituts universitaires spécialisés, 6 écoles normales. À ces établissements d'enseignement supérieur public, on peut ajouter une université qui a un statut aussi public, c'est l'université Roi Faisal. La création de ces 10 universités, de ces instituts et de ces écoles normales permet d'améliorer l'offre d'enseignement dans nos établissements d'enseignement supérieur. L'État a également opéré un certain nombre de réformes importantes, notamment la mise en place du système LMD. La mise en place de ce système permet à nos universités d'être au même niveau que les universités dans la sous-région, voire au niveau international. Globalement, l'enseignement supérieur demeure un vaste chantier et nous nous attelons à relever un certain nombre de défis auxquels l'enseignement supérieur fait face. Il s'agit essentiellement d'accroître l'offre de formation à travers la multiplication de ces structures et à travers des formations plus spécifiques à dispenser. Il s'agit de mettre également en adéquation le niveau de financement du secteur de l'enseignement supérieur avec les ambitions qui ont été déclinées. Et il s'agit également de rendre accessible l'éducation et rendre accessible cette formation aux jeunes qui arrivent de plus en plus nombreux après leur bac et qui postulent pour l'enseignement supérieur. Je mentionnerai tout à l'heure un aspect important, c'est que chaque année, on constate que le nombre de bacheliers augmente. Et face à une capacité réduite au niveau des établissements d'enseignement supérieur, ces jeunes sont parfois amenés à s'inscrire dans les établissements privés, voire à aller s'inscrire à l'extérieur. Donc, il faudrait qu'on accroisse les capacités d'accueil et les offres de formation pour permettre à nos jeunes de pouvoir rester dans le pays. Okay. Mais ce qui est important, c'est rendre performant et efficace la gestion, par exemple, de nos établissements d'enseignement supérieur. Offrir une formation de qualité, c'est ce qui est extrêmement important et qui peut permettre de retenir les jeunes dans nos établissements d'enseignement supérieur. Justement, monsieur le ministre, vous avez évoqué le nombre d'universités créées. Aujourd'hui, il y a au total 10 universités. Mais est-ce que ces universités disposent des enseignants pour assurer efficacement la formation à ces étudiants? Je crois que depuis ces dernières années, il y a un effort considérable qui a été fait pour assurer la formation des enseignants du supérieur. Il vous souviendra qu'en 2012, il y a un plan triennal de formation de formateurs qui a bénéficié d'un financement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et qui a permis d'assurer l'encadrement des jeunes qui vont faire leur thèse ou bien qui font leur master dans les universités des pays voisins ou à l'extérieur. Donc, progressivement, le nombre des enseignants de rang A s'accroît. Nous avons aujourd'hui à peu près 9 professeurs titulaires. Nous avons
36 maîtres de conférence et nous avons plus de 160 maîtres assistants, ce qui fait que progressivement, nous disposons d'un corps professoral à même de prendre en charge l'encadrement de nos jeunes. C'est ce qui va d'ailleurs justifier la mise en œuvre, il y a de cela quelques mois, des écoles doctorales qui étaient en gestation depuis 2014. Nous avons ouvert 2 écoles doctorales, donc nos jeunes vont devoir maintenant s'inscrire en thèse chez nous ici et pouvoir être encadrés par les nationaux, bien sûr en relation avec les enseignants du supérieur ailleurs. Par rapport aux écoles doctorales que vous venez de créer, quelles sont les filières qui existent? Est-ce que vous couvrez toutes les filières? Vous n'aurez plus besoin maintenant d'autres spécialités? Toutes les filières ne peuvent pas être couvertes, même si les filières sont entièrement couvertes. Au niveau de l'enseignement supérieur, il y a des domaines spécifiques où il va falloir recourir à un partenariat ou faire recours aux accords universitaires qui permettent un échange entre les enseignants des universités tchadiennes et les enseignants d'autres universités. Donc, pour l'encadrement de ces doctorants, cela ne devrait pas poser problème. Nous avons donc ouvert 2 écoles doctorales en sciences sociales et en sciences techniques, c'est-à-dire que dans le domaine technique et dans le domaine du droit, des sciences sociales habituelles. Donc il y a ces 2 écoles doctorales qui, à l'intérieur, regroupent un certain nombre de disciplines qui permettent d'assurer l'inscription de ces jeunes qui souhaitent s'inscrire dans le domaine technique, soit dans le domaine du droit, dans le domaine des lettres, etc., etc. Donc, je crois que ces 2 écoles doctorales, pour l'instant, ont à l'intérieur beaucoup de disciplines qui pourront permettre à ces jeunes de pouvoir s'inscrire normalement et ça ne devrait pas poser de problème. Et progressivement, on devrait étendre ces écoles doctorales à d'autres universités également au niveau national. Parce que pour l'instant, nous avons voulu concentrer ces 2 écoles doctorales au niveau de N'Djamena, placées sous la couverture de l'université de N'Djamena. Mais tous les enseignants qui sont titulaires, qui sont des maîtres de conférences, qui sont des professeurs ou qui sont des maîtres assistants peuvent être sollicités pour pouvoir assurer l'encadrement de ces jeunes-là. Monsieur le ministre, dans votre première réponse, vous avez évoqué le nombre des universités qui sont créées, vous avez évoqué également le nombre des étudiants qui aspirent à ces formations. De plus en plus, le nombre des bacheliers augmente. Cette année, vous avez l'enseignement supérieur a mis un nouveau système qui consiste à s'inscrire dans les... Pensez-vous que ce système fonctionne bien? L'enrôlement des étudiants en première année, il suffit que tu fournisses les dossiers et tu t'inscrives dans la filière de ton choix. Oui. Comment ça fonctionne? Quand les étudiants ont leur bac et qu'ils veulent s'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur, ils se présentent au niveau de cet établissement, on leur donne un formulaire qu'ils remplissent et ils choisissent les disciplines qu'ils aimeraient, dans lesquelles ils pouvaient continuer leurs études. Donc, au regard de leur demande, s'il y a une disponibilité, parce que nous avons évoqué la question d'accès tout à l'heure et question de capacité d'accueil. Chaque année, il y a, par exemple pour 2019, il y a un peu plus de 37 000 nouveaux bacheliers. Or, pour l'ensemble de nos établissements d'enseignement supérieur, on a une capacité d'accueil qui est limitée autour de 15 000. Alors, et le surplus, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, pour les inscriptions, les premiers qui viennent et qui choisissent à s'inscrire dans telle ou telle faculté, on retient leur dossier, on leur permet de s'inscrire. Mais lorsque cette capacité est atteinte, il est assez difficile de pouvoir inscrire d'autres personnes parce qu'il suffit de voir au niveau de nos amphithéâtres, lorsque vous arrivez au moment où des cours se font, parfois, les amphithéâtres sont bondés, les étudiants sont assis à même le sol ou sont là pendus au rebord des fenêtres, ce qui ne permet pas à l'enseignant de dispenser son cours de manière satisfaisante. Donc, il y a un effort qui doit être progressivement fait de telle sorte qu'on puisse absorber le maximum de nos étudiants. Mais je crois que c'est un souhait. Nulle part dans le monde, on accueille la totalité de ceux qui aspirent à aller
au niveau de l'enseignement supérieur. Je ne citerai pas un pays, mais un pays développé tout récemment a eu des difficultés à absorber la totalité de ces jeunes qui aspirent à s'inscrire au niveau de l'enseignement supérieur. Il a fallu les réorienter ailleurs. Donc, oui, mais justement à côté des universités publiques, on a les universités privées, des instituts universitaires privés qui forment aussi. Récemment, vous avez diligenté un contrôle pour juger la qualité des enseignements. Quelle a été la suite à donner? Effectivement, au mois de mai dernier, du 5 au 20 mai, nous avons diligenté une mission d'évaluation, d'inspection de ces établissements d'enseignement supérieur privés. C'est le rôle du ministère que de veiller à ce que ces établissements puissent assurer une formation supérieure de qualité. Mais pour assurer une formation supérieure de qualité, il y a un certain nombre de conditions minimales à remplir, ne serait-ce qu'au niveau de la structure d'accueil. Il faut que ces structures répondent déjà aux normes. Et au niveau même du corps enseignant, il faudrait aussi qu'il y ait un niveau. Parce qu'on ne peut pas aller dispenser une formation de qualité si les enseignants même n'ont pas le niveau requis pour assurer l'encadrement de ces jeunes-là. Et il faut également que ces établissements qui prétendent dispenser des formations dans le domaine scientifique puissent disposer d'un minimum de laboratoires équipés. Lorsqu'on forme dans le domaine de la santé, lorsqu'on forme dans le domaine technique, il faut qu'il y ait des laboratoires pour permettre à ces jeunes, non pas d'avoir seulement à bénéficier d'un cours théorique, mais il faut faire de la pratique, parce que ces jeunes-là, à leur sortie de l'école, doivent être opérationnels. Donc, au cours de cette mission, on a constaté beaucoup d'insuffisances au niveau de ces établissements d'enseignement supérieur privé. C'est ce qui a amené la Commission nationale pour l'enseignement supérieur privé à faire un certain nombre de recommandations débouchant sur la fermeture d'à peu près 19 établissements d'enseignement supérieur privé et 11 établissements ont fait l'objet d'une mise en demeure et 4 ont vu leur diplôme, par exemple, retiré. Vous voyez, nous avons à veiller particulièrement sur la qualité de formation dispensée dans ces établissements et surtout sur le contenu du programme qui est dispensé. C'est pourquoi, dans le cadre du système LMD, on a, je crois, en 2018, fait un atelier visant à sensibiliser les responsables de ces établissements, aussi bien publics que privés, d'enseignement supérieur, à harmoniser leur programme de telle sorte que lorsqu'on délivre un diplôme, ce diplôme-là soit valable et soit reconnu par le CAMES. Donc c'est un travail que nous faisons au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur pour faire en sorte que l'enseignement dispensé dans nos établissements d'enseignement supérieur soit de qualité et que ce label-là soit maintenu. D'ailleurs, dans les jours ou dans les mois à venir, nous allons créer ce qu'on appelle l'Agence nationale d'assurance qualité qui doit veiller particulièrement sur ces aspects-là. Oui, parlant du contenu de formation, Monsieur le ministre, l'arrimage au système LMD, est-ce que ça fonctionne dans toutes les facultés? Quel est le niveau d'application dans certains départements? Bon, je crois que cet arrimage-là ne fonctionne pas encore assez bien à 100%, mais un effort considérable a été fait par les différents établissements d'enseignement supérieur public. Et d'ailleurs, récemment, lorsque nous avons tenu le 34e colloque du CAMES ici, un accent particulier a été mis sur cet aspect-là, une meilleure maîtrise du système LMD. Donc je crois que au niveau de nos établissements d'enseignement supérieur public, il y a encore un effort à faire. Et au niveau du privé également, ils sont invités à faire des efforts supplémentaires pour arriver à ce que leur programme puisse répondre aux conditions fixées par le CAMES. D'ailleurs, il y a 2 universités privées qui ont vu quand même la qualité de leur formation reconnue par le CAMES. Oui, Monsieur le ministre, par rapport aux assises du CAMES, parce que le CAMES est l'instance supérieure qui est chargée du suivi et des mécanismes des cursus académiques dans les universités, quelle appréciation ces assises ont apporté par rapport à l'évolution des systèmes universitaires tchadiens? Non, mais le CAMES,
une structure, un organisme qui a été mis en place pour veiller particulièrement à la qualité des programmes qui sont élaborés par nos établissements d'enseignement supérieur et faire en sorte que la formation qui sont dispensées dans ces établissements soit reconnue au niveau international. Donc le CAMES veille particulièrement à travers les structures mises en place, assure le suivi des formations dans les différents établissements, de faire en sorte que ces normes soient respectées. Et pour cela, chaque année, les enseignants du supérieur doivent être inscrits sur la liste d'aptitude CAMES. Liste d'aptitude de professeurs, ou bien ils passent l'agrégation, s'ils le font directement, soit ils s'inscrivent sur la liste d'aptitude qui suppose que vous avez au préalable fait des recherches, fait des travaux dont la qualité scientifique doit être reconnue au niveau du CAMES. Lorsque cette qualité est reconnue, lorsque vous aurez rempli les conditions, on va donc vous inscrire sur la liste d'aptitude, soit de maître de conférence, soit de maître de recherche, soit de maître assistant ou bien de professeur titulaire. Donc ce travail-là est un travail très exigeant parce que on veut faire en sorte que ceux qui sont censés assurer l'encadrement des étudiants eux-mêmes, il y a une certaine rigueur et que la qualité de leurs travaux soit reconnue. Et c'est pourquoi je reviens un instant sur ce programme triennal qui a été mis en place. Le programme formation de formateurs a permis justement à ce que on puisse accéder à ces grades de maître de conférence, maître assistant ou bien professeur titulaire. Donc je crois que c'est un effort qui doit être fait par tous les enseignants pour donner une formation de qualité à nos étudiants. Monsieur le ministre, nous revenons un peu sur l'élasticité des années universitaires au Tchad. Est-ce que cet état de fait permet vraiment aux étudiants tchadiens de s'inscrire ou bien de se rattraper par rapport à leur inscription dans d'autres universités? Je voudrais d'abord dire que il y a effectivement depuis 2017, avant 2017, il y avait des mouvements de grève dans nos différents établissements d'enseignement supérieur. Les principales revendications des étudiants portaient sur les bourses. C'est ça qui était la cause. Quand les bourses n'étaient pas payées à temps, les étudiants prenaient prétexte pour aller en grève. Ces bourses ont été supprimées en 2017 et à la place des bourses, l'État a donc décidé de renforcer les œuvres universitaires pour améliorer les conditions d'études des étudiants. Donc ces œuvres universitaires se traduisent principalement par la restauration et le transport. Bien sûr, il y a d'autres œuvres qui doivent être la santé, les activités sportives, c'est tout un ensemble, mais les principales sont la restauration et le transport. Ces œuvres devraient être financées de manière satisfaisante, mais depuis 2017, aussi bien vous que moi, nous savons le contexte, la conjoncture, les difficultés financières du pays dues à la crise qui frappe de plein fouet, non seulement le Tchad, mais d'autres pays également. Donc, ces œuvres universitaires ne sont peut-être pas assurées de manière satisfaisante, encore qu'un effort considérable a été fait. Il faut dire que chaque année, il y a un accroissement substantiel de nombre de jeunes qui viennent s'inscrire dans les établissements d'enseignement supérieur public. Mais cet accroissement suppose que pour mieux prendre en compte les besoins de ces jeunes, il faut accroître de manière substantielle également le budget. Mais face aux difficultés financières, il est assez difficile de pouvoir mobiliser, comme on l'avait fait à l'époque, des fonds considérables pour assurer de manière satisfaisante ces œuvres universitaires. Mais ceci étant, l'élasticité pose problème.
non seulement pour les étudiants eux-mêmes, mais pour les enseignants également. Parce que qui dit élasticité de l'année, ça veut dire que les programmes ne sont pas exécutés en totalité. Et si les programmes ne sont pas exécutés en totalité, la qualité de la formation s'en ressent. Parce que lorsqu'on commence un cours, qu'on l'interrompt et qu'on reprend et qu'on interrompt, parfois on arrive à même à avoir des années blanches. Et si on a ce qu'on appelle l'année blanche, ce sont les étudiants qui perdent. Et l'élasticité a un autre inconvénient, c'est que les enseignants sont perturbés dans leur programmation des cours, ou les responsables académiques sont perturbés. Parce que dans le système LMD exige un certain nombre d'heures à accomplir pour valider certaines unités d'enseignement. Mais dans ce contexte perturbé, les uns et les autres n'arrivent pas à se retrouver et parfois ça pose problème. Particulièrement pour les enseignants qui sont amenés à être sous pression parfois parce que lorsqu'il y a un temps qui est consacré à la grève et qu'il va falloir rattraper ce temps, eh bien on programme des cours à cadence accélérée avec le risque que les étudiants eux-mêmes ils ne suivent pas. Donc ils n'assimilent pratiquement rien, ce qui va se traduire par la suite quand on leur donne des devoirs à faire, on ressent que parfois ils n'ont pas le temps de réviser de manière satisfaisante ces cours et on assiste là à des notations qui parfois posent problème et c'est là où on est amené parfois à dire qu'il y a une baisse de qualité dans la formation. Or qu'en réalité, cette instabilité est préjudiciable aussi bien pour les étudiants que pour les enseignants. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes dans le magazine Éclairage. Je reçois le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr David Oudengar Ngarimaden. Docteur, vous vous occupez de la recherche et de l'innovation. Qu'en est-il de ces deux volets? La recherche, c'est le levier de développement. Un pays ou un ministère comme le mien, qui est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ne peut que faire en sorte que cette recherche-là puisse vraiment donner les résultats attendus. C'est vrai, pour faire de la recherche, il faut des hommes, il faut des enseignants-chercheurs qualifiés pour faire ces recherches, ceux qui ont la formation requise et ce travail qui est en train d'être fait, comme je l'ai cité tout à l'heure, de plus en plus, on assiste à l'inscription de nos enseignants sur la liste d'aptitude de maîtres de conférences, de professeurs titulaires. Parce que lorsqu'on arrive à ce niveau-là, on a déjà fait énormément de recherches qui sont reconnues, non seulement au niveau du CAMES, mais qui sont reconnues au niveau international. Parce que ceux qui s'inscrivent sur les listes d'aptitude sont tenus plus exactement, de pouvoir produire des travaux de qualité scientifique incontestable. Sans cela, vous ne pouvez pas être inscrit sur la liste d'aptitude. Mais on ne doit pas se contenter simplement de ces recherches qui débouchent sur l'inscription sur les listes d'aptitude. Toute recherche doit conduire à une innovation, à une découverte. Donc, je crois que cet aspect-là a été pris à cœur par les plus hautes autorités qui ont inscrit la recherche dans le PND et surtout dans la vision 2030, le Tchad que nous voulons. Et un centre dédié à la recherche a été créé à cet effet. Vous connaissez tous le CNRD, anciennement CNA, et les résultats des recherches obtenus par ce centre-là. Ce centre qui est là pour fédérer, en quelque sorte, appuyer toutes les institutions de recherche, accompagner les chercheurs dans leurs recherches et faire en sorte de trouver les financements pour faire les recherches. Un travail considérable a été fait et je crois que les résultats très connus, c'est dans le domaine de la paléontologie que nous connaissons tous avec la découverte de Toumaï qui fait du Tchad le berceau de l'humanité. Mais nous devons, pour permettre à ce que ces recherches donnent encore un peu plus de résultats, il va falloir faire en sorte que les laboratoires de recherche soient équipés.
en matériel, parce que la recherche, on ne fait pas... Bon, dans certaines disciplines, on peut faire de la recherche sans avoir besoin de laboratoire. Mais pour faire des découvertes, il va falloir qu'il y ait un minimum d'équipement. Il faut des laboratoires adaptés pour faire ces travaux de recherche. Et je crois que nous faisons ce travail-là au niveau du Centre national de recherche pour le développement. Et nous travaillons également avec l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, l'OAPI, qui vient, voilà. Et nous essayons donc de protéger les inventions de nos chercheurs. Et les inventions, il y en a, même si parfois ces inventions ont été faites dans des conditions pas optimales. Mais je crois que c'est pour dire qu'on a ici quand même des chercheurs de renom qui ont fait des travaux assez remarquables et qui méritent d'être accompagnés dans leur recherche. Oui, monsieur le ministre, vous avez créé dans les universités, il y a des filières techniques qui ont besoin des équipements, vous l'avez souligné. Mais pourquoi les équipements n'accompagnent pas les écoles, les filières qui sont créées? C'est aussi simple. Je vous ai parlé de la situation de crise économique qui frappe le pays. Ce n'est pas délibéré qu'on n'a pas les équipements, mais vous savez que les besoins sont multiples et variés. Notre budget ne permet pas de faire face à tous les besoins urgents. Vous prenez la santé, c'est un domaine où il y a urgence. Vous prenez l'enseignement supérieur ou l'éducation nationale, il y a des urgences. Vous prenez, par exemple, l'armée, il y a des urgences. Donc, tous ces secteurs ont besoin des moyens considérables pour faire face à ces besoins-là. Donc, l'arbitrage peut poser parfois un problème. C'est pourquoi nous, au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, nous préconisons la mutualisation des moyens et des efforts. Donc, nous encourageons nos responsables des établissements d'enseignement supérieur à nouer des partenariats avec les autres établissements ou avec d'autres bailleurs qui peuvent financer cela. Et surtout, il va falloir travailler en étroite collaboration avec le secteur privé pour prendre en compte les aspirations de ce secteur privé-là. Donc là aussi, un partenariat public-privé est à encourager. Il ne faudrait pas que nous comptions uniquement sur le budget de l'État. Les recherches, c'est des moyens considérables qui dépassent même parfois la possibilité de l'État de financer. Donc il va falloir chercher ces moyens ailleurs. Mais pour obtenir ces moyens, il faut monter des projets solides et, comme on dit, bancables, et qui peuvent attirer le financement de l'extérieur. Et je crois que c'est ce travail-là que nous demandons à nos responsables de faire. Notre accompagnement au niveau du ministère ne leur fera pas défaut et on va continuer à rechercher ensemble ces possibilités-là de booster la recherche dans notre pays. Docteur, beaucoup de diplômés qui sortent des universités tchadiennes ont de la peine à s'insérer dans la vie active. Est-ce que les filières de formation ne sont pas en adéquation avec l'emploi? Quel est le vrai problème? Quand vous faites des formations générales, ça pose quand même problème. Mais il y a certaines de nos institutions d'enseignement supérieur qui forment dans le domaine technique. Vous prenez l'Insta d'Abéché, quand ces jeunes sortent de là-bas, ils sont tout de suite recrutés dans le secteur privé. Donc, de plus en plus, il faut assurer des formations professionnalisées qui permettent à ces jeunes-là, dès qu'ils finissent, de pouvoir s'insérer rapidement dans la vie active. Mais il ne faut pas non plus laisser de côté la formation générale, parce que c'est tout un ensemble. Donc, je crois que de plus en plus, un accent particulier doit être mis sur des formations techniques et de formation scientifique. D'ailleurs, c'est ce qui est en train d'être fait au niveau de l'éducation nationale avec la création des lycées scientifiques, ce qui permet d'avoir un vivier scientifique qui va arriver au niveau de l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur prendra le relais pour former des scientifiques qui, je l'espère, devront, pour certains, se consacrer à la recherche pour permettre à notre pays de pouvoir quand même prendre un peu l'envol. Parce que tant que la recherche n'est pas menée au niveau national et tant que la recherche ne donne pas de résultats, de très bons résultats,
il est difficile de pouvoir faire décoller le pays. Donc, je crois que c'est extrêmement important pour nous de faire de la recherche. Il y a des choses qu'on peut faire en interne et réussir comme les autres le font. Le gouvernement a créé beaucoup des universités et beaucoup de centres, beaucoup d'instituts universitaires, mais certaines universités ou certains instituts universitaires fonctionnent encore en N'Djamena. Ils ont de la peine à se déployer sur les sites. Oui. Qu'est-ce qui pose ce problème? Est-ce que c'est lié toujours? Est-ce que toujours c'est lié à l'économie? Il n'y en a pas beaucoup. C'est que les structures d'accueil n'ont pas encore été finalisées parce que les travaux de construction ont été entamés quand après la création de certaines de ces structures. Donc, comme il n'y a pas de capacité d'accueil localement, on a voulu momentanément faire démarrer les activités au niveau de N'Djamena. Mais je crois qu'il ne reste plus que l'Institut de Mao à Moussoro, plus exactement, parce que Mao, les bâtiments sont presque achevés, mais ils font déjà les activités là-bas également. Donc, il n'y a que les deux qui fonctionnent ici. C'est vrai qu'il y a les étudiants de la faculté de médecine de l'UNABA, quand ils sont arrivés en 4e, 5e année, c'est le problème d'encadrement qui s'est posé. Donc, on a été amené à permettre à ces étudiants qui sont en 4e, 5e année de pouvoir venir à N'Djamena pour faire les stages dans les établissements sanitaires de la capitale. Parce que nous avons, il n'y a pas longtemps, érigé certains hôpitaux en CHU, centre hospitalier universitaire, ce qui permet de faire en sorte que ceux qui travaillent dans ces hôpitaux sont à la fois des enseignants au niveau de nos établissements d'enseignement supérieur privé et des praticiens également qui encadrent ces jeunes-là. Donc maintenant, nous avons réussi à envoyer un certain nombre d'enseignants à l'université, à la faculté d'Abéché, ce qui permettra à ces jeunes de pouvoir rester sur place et suivre leur formation pratique cette fois-ci. Monsieur le ministre, je voudrais revenir sur la création de la faculté de médecine qui formait déjà beaucoup de médecins tchadiens. Mais apparemment, cette université, les étudiants qui finissent ont de la peine toujours à être embauchés. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas fini le cursus? Quel est le problème exactement? Non, il n'y a pas un seul médecin formé à la faculté de l'université de N'Djamena à chômer. Parce que vous avez, son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait donné des instructions fermes et tous ceux qui sont formés et qui n'ont pas été intégrés ont été tous intégrés et je crois qu'ils ont été même déployés sur le terrain. Oui, c'est tout. Donc à moins que il y en a qui ont préféré rester dans le privé, mais tous ceux qui ont demandé à être intégrés l'ont été et ils ont été déployés. Monsieur le ministre, vous êtes dans le magazine Éclairage. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer à l'endroit des téléspectateurs qui vous suivent, surtout des étudiants, des anciens chercheurs en cette fin d'année? Un message particulier, comme on est au seuil de nouvel an, je voudrais tout simplement profiter de l'occasion pour présenter à l'ensemble de corps enseignants de nos différents établissements d'enseignement supérieur, à l'ensemble des étudiants qui étudient dans ces différents établissements, leur présenter mes meilleurs vœux de santé, surtout de bonheur, et le vœu qui est le plus cher pour moi, c'est de retrouver la sérénité dans nos établissements d'enseignement supérieur pour faire en sorte que la formation qui est dispensée à ces jeunes-là puisse être dispensée dans des conditions de stabilité nécessaires à la réflexion au niveau de nos établissements d'enseignement supérieur. Sans cette stabilité, sans cette sérénité, nous ne pouvons pas dispenser une formation de qualité. J'en appelle à la prise de conscience des uns et des autres par rapport à cet aspect important. Parce que pour nos jeunes étudiants, il y va de leur avenir. Plus les années sont instables, plus ils perdent du temps et plus ils prennent de l'âge. Ça, après, pour entrer dans la vie active, ça va poser problème. Pour nos enseignants du supérieur, ils ont choisi
d'être à l'enseignement supérieur, je suis sûr que c'est par vocation. Si c'est par vocation, ils ont un certain nombre d'obligations auxquelles ils doivent se soumettre. C'est l'obligation de dispenser les cours, d'assurer l'évaluation de ces étudiants et de faire en sorte qu'on puisse valider leur cursus. Mais lorsque ce travail n'est pas fait, eh bien, je crois qu'on pénalise quand même les jeunes qui viennent dans nos établissements d'enseignement supérieur. Et en ayant des années académiques élastiques, c'est le pays qui risque d'accuser un retard considérable par rapport aux autres. Parce que dans les pays où il y a une certaine stabilité, les gens font des recherches, les étudiants passent les années normalement et terminent leur cursus dans le délai requis. Or, lorsqu'un étudiant entre et qu'il met 4, 5, 6 ans dans le premier cycle, ça pose quand même un problème. Donc je crois que j'en appelle à la conscience de tout un chacun pour que nous puissions nous ressaisir et faire en sorte que nos établissements d'enseignement supérieur retrouvent leur lettre de noblesse. Et je crois que c'est tout un effort des uns et des autres si on veut réussir. Le ministère veillera particulièrement à les accompagner et je crois que nous ne manquons pas de soumettre régulièrement leurs préoccupations aux plus hautes autorités, notamment à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est très très attentif à leurs préoccupations et qui n'hésite pas à mettre les moyens lorsque nos finances le permettent de faire en sorte que les besoins des uns et des autres soient satisfaits et surtout d'améliorer les conditions d'études de nos jeunes. Je solliciterai de la part de tous les acteurs du système de l'enseignement supérieur de prendre le chemin de la stabilité et de rompre avec l'élasticité de nos années académiques. Et ce serait un nouveau départ que nous espérons prendre avec les uns et les autres au cours de l'année 2020. Monsieur le ministre, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, merci beaucoup pour votre fidélité à nos programmes. Je rappelle que j'ai reçu dans ce numéro de votre magazine le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr David Oudengar Ngari Madden. Au revoir et à bientôt.